sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et au programme de ce mercredi 10 mai, nous allons ouvrir notre rubrique hebdomadaire comme chaque semaine avec Maître Marcel Poirier. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au visa E2 pour les employés essentiels pour les investisseurs. On en reparle dans un instant. Et puis en seconde partie, Sylvie Delenclos nous donnera sa recette de la tarte tatin. Vous savez, ce dessert qui se cuit à l'envers et qui se déguste à l'endroit. On en reparle également dans un instant, juste avant la météo avec de belles éclaircies attendues pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Côté Mercure, il fait assez chaud, 25 degrés actuellement sur Hollywood, 77 degrés Fahrenheit. Et on attend 31 degrés au meilleur de la journée, 90 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, Rendez-vous Matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin et nous ouvrons tout de suite notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Aujourd'hui, on s'intéresse au visa E2 pour les employés essentiels pour les investisseurs. C'est bien ça. Donc on va détailler un petit peu ce visa. Déjà, à qui il s'adresse ? Alors, le visa E2 employé essentiel, ce sont pour tous les investisseurs qui veulent faire venir des gens spécialisés ou des managers pour les aider dans leur entreprise. Alors, un investisseur, par exemple, le classique, ce sera un restaurant français qui fait venir le chef français ou le boulanger pour l'aider à pratiquer, à faire son commerce. Il faut faire attention que ce soit la même nationalité que l'investisseur. On va en parler de tous les critères qu'il faut vraiment accomplir. Donc finalement, ce sont pour les investisseurs, des employés qualifiés. Vous parliez de manager ou avec une certaine expérience. On ne parle pas vraiment de diplôme, c'est ça, il faut vraiment une expérience dans le travail. Ils peuvent avoir des diplômes, mais c'est surtout une expertise, un savoir-faire qu'un Américain n'a pas, quelque chose qu'ils ont besoin de faire venir aux États-Unis pour leur entreprise, pour les aider à mieux opérer, à générer plus de profits ou à être capable de servir une clientèle spécialisée. Alors, ça peut être des gens diplômés, mais les diplômes, contrairement au visa de professionnel, contrairement au H-1B, où tout l'emphase est sur les diplômes, ce type de visa donne une chance un peu à tout le monde. Des gens diplômés, certes, mais aussi des gens qui ont de l'expérience professionnelle, peut-être 5-10 ans d'expérience professionnelle et sans diplôme.
Alors, c'est les deux. Et vous le disiez également, il y a d'autres critères à prendre en compte, comme la nationalité. Il faut avoir la même nationalité que l'investisseur. C'est ça, il faut qu'il y ait la même nationalité que l'investisseur. Il faut également que l'entreprise soit financièrement capable de payer le salaire offert. Maintenant, le salaire n'est pas un salaire minimum. Parce que vous faites venir quelqu'un de spécialisé, il faut que la personne soit payée un salaire assez conséquent, un minimum. Nous, dans nos dossiers, on essaie toujours d'être dans les environs de 40 000 $ 45 000 parce qu'il faut montrer qu'ils ne sont pas quelqu'un qui commence, ce n'est pas un débutant. Ça ne peut pas être quelqu'un qui sort de l'école ou quelqu'un qui a 1 an ou 2 ans d'expérience. Ce n'est pas assez, à moins qu'il y ait une combinaison de diplômes à ce moment-là avec de l'expérience professionnelle ou une expertise assez pointue que vraiment l'ambassade américaine va déterminer, oui, cette personne a besoin de venir pour aider l'investisseur. En sachant que l'investisseur devra en premier lieu faire une recherche locale avant d'aller chercher dans son pays d'origine. Tout à fait. Alors, il faut, dans un premier temps, nous demandons toujours aux investisseurs de mettre une annonce. Une annonce dans un journal local ou même sur Internet, sur les moteurs de recherche comme Craigslist ou Monster pour les recherches d'emploi, pour montrer que oui, ils ont cherché et que personne ne qualifie. Un point que je vais souligner, c'est que les gens ne peuvent pas venir aux États-Unis pour chercher de l'emploi. Alors, souvent, les investisseurs vont mettre des annonces dans leur pays, comme en France, au Canada, en Italie, parce qu'ils vont chercher des gens pour venir aux États-Unis. Mais il faut faire bien attention parce que étant au bureau de Montréal il y a une semaine, il y a des gens qui se font arrêter aux douanes parce qu'ils vont dire « nous venons pour chercher du travail ». Alors, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas venir aux États-Unis pour aller chercher ce type de travail. Il faut trouver le travail en dehors du territoire américain. C'est ça. Au niveau de la procédure, ça se passe comment pour obtenir ce visa E2? Alors, c'est beaucoup plus simple que les visas, encore une fois, de professionnels, que les H-1B. Les dossiers sont montés ici, dans nos bureaux. Ils sont envoyés directement à l'ambassade ou au consulat du pays d'origine. Ils n'ont que les frais d'ambassade à payer. Il n'y a pas de frais d'immigration. Il y a quand même une interview. Alors, vu que ce visa, c'est un visa non seulement pour apporter son savoir-faire, ils veulent également que les employés qui viennent fassent de la formation. Alors, c'est un point que l'ambassade met un stress parce qu'ils veulent que les employés américains soient formés par les étrangers. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient capables de parler un minimum d'anglais. La majorité de tous ces interviews, ils sont en anglais. Alors, il y a certains pays comme le Canada que c'est anglophone. Alors, à Toronto, ils parlent directement en anglais. Mais par exemple, à Paris, il faut que les gens soient capables de répondre en anglais parce que quand ils vont arriver, ils vont non seulement travailler pour l'investisseur, mais il faut également qu'ils fassent de la formation. Alors, indirectement, dans tous ces visas, quand je prépare les clients au téléphone ou pour leur interview, je leur dis toujours… Il faut un bon niveau d'anglais. Si vous entendez le mot « training » ou vous entendez le mot « formation », c'est oui, parce que vous devez former les personnes qui vont vous seconder parce qu'un jour, vous devez quitter. Ce visa est pour 5 ans et à la fin des 5 ans, il faut quitter. Le renouveler au cas où ce visa? En cas de besoin. En cas de besoin, ce visa peut être reconduit. C'est un visa que si l'entreprise détermine qu'ils ont un besoin à long terme, ils peuvent demander une carte verte, mais c'est toujours une intention temporaire. Alors, par exemple, dans le cadre des coiffeurs, beaucoup de salons de coiffure font venir des Français pour coiffer parce qu'ils ont une technique différente des Américains, des connaissances différentes. Mais vu que les coiffeurs américains tournent beaucoup, ils sont toujours en train de former les gens qui arrivent. Les coiffeurs français forment les nouvelles équipes. Alors, c'est pour ça que le visa peut être prolongé. D'accord, à ce niveau-là. Au niveau des dépendants, on n'en a pas parlé. Ça se passe comment pour les dépendants de ce visa E2 pour les salariés, les employés essentiels? Alors, quand ils sont mariés, les époux, épouses des employés essentiels peuvent demander un permis de travail. Encore une fois, le permis de travail est demandé une fois arrivé aux États-Unis par la poste et ça prend 90 jours pour obtenir la carte de travail. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas au moment où ils obtiennent leur visa, ils arrivent et peuvent travailler. Non. Il faut qu'ils rentrent aux États-Unis avec le I-94. Ensuite, ils envoient la demande du permis de travail avec la preuve qu'ils sont mariés. Pas pacsés, pas les conjoints de fait comme au Canada. Ils sont obligés d'avoir un certificat de mariage. Les enfants, ils ont également un E2 dépendant. Ils ont droit à la scolarité, au tarif de résident. Et encore une fois, pas le droit de travail pour les enfants et pas le droit de numéro de sécurité pour les enfants non plus. On avait le délai d'obtention également de ce visa. On parle de 6 semaines. C'est assez court quand même pour l'obtenir? C'est les délais normaux pour les ambassades. Tout dépend des ambassades. Mais par exemple, le Canada, c'est environ 6 à 8 semaines. C'est la même chose pour Paris. Certaines ambassades sont plus longues, certaines sont plus courtes. Mais c'est le temps d'envoyer un dossier à l'ambassade, d'avoir un rendez-vous. Les gens sont obligés d'aller à l'interview. Encore une fois, faire les empreintes digitales. Tous les membres de la famille de 14 ans et plus sont obligés de se présenter. Ils vont laisser leur passeport à l'ambassade. Ils ont la réponse
le jour même de l'interview. Alors, si c'est positif, ils laissent les passeports à l'ambassade. Les visas sont laminés à l'intérieur et sont retournés. L'ambassade a le droit de faire des recherches alors sur l'expertise, parce que les diplômes, l'expérience professionnelle, il faut qu'elle soit documentée avec des certificats de travail, des lettres d'emploi, des références. Alors l'ambassade peut faire des vérifications sur l'expérience professionnelle. J'avais une dernière question. Dès qu'on a obtenu ce visa, on peut travailler donc pour la seule entreprise avec laquelle on a eu ce visa. En cas de licenciement, ça se passe comment? Alors, il y a une tolérance, ce n'est pas une loi, une tolérance environ de 30 jours. Les gens doivent quitter le plus rapidement possible. Aussitôt qu'ils sont licenciés, ils sont obligés de quitter. Et on a également le problème du I-94, c'est bien ça, on doit quitter le territoire tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Alors, il faut toujours faire attention de bien vérifier cette date à chaque entrée aux États-Unis, d'aller imprimer le I-94. Et pareil, on ne peut pas travailler pour d'autres employeurs que pour l'employeur avec lequel on a obtenu ce visa. C'est ça. Sinon, on doit sortir du territoire, refaire une demande, c'est ça? Enfin... Exactement. Ce n'est pas un visa qui permet d'aller travailler n'importe où. Alors, si vous êtes coiffeur, vous ne pouvez pas aller travailler dans d'autres salons de coiffure, strictement pour la société qui vous a fait venir aux États-Unis. Et les métiers, c'est vrai qu'on ne les a pas précisés. Il y a des métiers qui sont un peu plus intéressants ou intéressés par ce type de visa, comme les coiffeurs, les restaurateurs. Alors, les coiffeurs, les restaurateurs, vous avez également les entreprises qui ont des thèmes, comme les nightclubs, qui ont des thèmes du sud de la France. Ils font souvent venir des managers, des managers, oui, souvent, parce qu'ils ont besoin d'avoir une certaine, de montrer une certaine performance. Alors, vous avez un peu de tout. Alors, en autant que la personne a une spécialité dans la culture, dans les produits, dans la clientèle, ça peut être aussi une connaissance de la clientèle VIP internationale. Nous utilisons tous ces éléments pour rendre les personnes qualifiées pour les faire venir aux États-Unis. Et si des investisseurs ont besoin de vos services justement pour employer sous ces visas E2, employés essentiels, comment vous contacter, Maître Marcel Poirier? Par le biais de notre site à marcelpoirier.com ou par téléphone à 305-854-4445. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Maître, d'être venu nous parler de ce sujet consacré au visa E2 pour les employés essentiels. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci, Grégory. Très bien. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets.
Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous matin. Et comme chaque mercredi, on passe à table avec Sylvie Delenclos. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory. Aujourd'hui, une recette sucrée. Sucrée, voilà. Donc on parle tarte tatin. Alors, une tarte tatin, voilà. Il y en a plein de Ça vient de France. On va parler Alors un petit oui, peu de son histoire, bon, son on va origine. faire de l'histoire comme d'habitude. Oui. En fait, elle s'appelle la tarte des demoiselles Tatin. Des demoiselles Tatin. Voilà. Caroline et Stéphanie. Caroline et Stéphanie, donc fin 19e siècle, 1898, je crois, par là. Donc, elles avaient un hôtel qui s'appelait le Tatin, à la Motte-Beuvron, en Sologne. Oui. La Sologne, vous savez où c'est? Une terre de chasse, bien évidemment, près d'Orléans et de Tours. Exactement. Donc, dans leur hôtel passaient les voyageurs, les chasseurs, etc. Et puis, alors, l'aînée, c'était Caroline, et la seconde, Stéphanie, bien entendu. Alors, Stéphanie disait beaucoup de bêtises, si bien que Caroline a dit, écoute, tu restes en cuisine et moi, je m'occupe des clients. Alors, non seulement elle en disait, Stéphanie, des bêtises. Elle en faisait également. Oui, elle faisait des bêtises, elle oubliait de mettre la pâte, elle renversait, enfin bon, etc. Elle faisait beaucoup de bêtises en cuisine. Ceci dit, c'était bon. Donc, les clients revenaient. Étaient ravis, étaient contents. Voilà. Et puis ensuite, à force, sa cuisine est quand même devenue connue. Sa fameuse tarte aux pommes fondantes, caramélisées, était vraiment connue dans tout l'Orléanais. Et puis, Kurnonski, qui était le prince des gastronomes de l'époque, emmenait cette tarte tatin à Paris, chez Maxime. Donc Maxime, ce grand restaurant de la Belle Époque, a été le premier à présenter la tarte tatin. Voilà. Alors, on la servait soit avec la chantilly. Là, j'ai mis un peu de chantilly comme ça pour montrer, mais en fait, on la sert comme ça. On met la chantilly à côté dans un... Mais on n'a pas précisé, elle a été renversée à l'époque de Caroline et de Stéphanie dans leur hôtel. Alors, Kurnonski racontait à ses clients, ses interlocuteurs, que Stéphanie, un jour, maladroite comme d'habitude, paf, et la tarte est tombée, elle a tout ramassé, elle l'a remis dans l'autre sens. Voilà. Ceci dit, c'est une tarte qui se cuit à l'envers et qui se mange à l'endroit. Exactement. Donc on va passer justement à la recette de la cette recette, tarte. Des pommes caramélisées. Alors, on met les pommes, on fait un petit caramel à sec que l'on met dans un plat, un moule, ce qu'on appelle le moule à manquer. C'est un moule à bord comme ça à peu près, de 6-7 cm. Voilà. Donc, on met le caramel. Donc, caramel, sucre dans une petite casserole. Non, sucre seulement. Sucre. Oui. Chaque fois, je mets de l'eau. Non, mais le caramel, moi, je l'ai fait qu'à sec. Oui, à sec. Donc, alors, on met le caramel, un petit peu de beurre et puis nos pommes. On remet du sucre, des petites Donc les pommes, on les détaille en morceaux, on les prépare pas, on les fait parvenir dans le caramel. Quartier. Moi, je le fais quelquefois. Après, tout dépend des pommes que l'on utilise. Parce qu'il y a plusieurs variétés de pommes. On se sert justement de l'origine, les tartes tatin, on prenait des golden. Alors moi, je ne prends jamais de golden. J'aime pas trop cette pomme. Et pourtant, je me rends compte que beaucoup de grands pâtissiers les utilisent. Moi, je la trouve un peu fade. Alors, c'est la pomme toute jaune. Voilà. Moi, j'utilise ici la Granny Smith. C'est la rouge. Non, la verte. Raté. J'ai essayé. La rouge, on peut l'utiliser, c'est la Royal Gala. Et puis vous avez aussi une pomme qui est vraiment très bonne, c'est celle qui nous vient du Canada. C'est la rainette du Canada, la rainette grise du Canada. D'accord. Voilà, ça c'est une pomme qui est pas mal. On en trouve un peu moins ici. Elles sont peut-être un peu plus acides finalement. Moi, je trouve que c'est les meilleures. Et puis surtout, elles se gorgent davantage de ce caramel. Elles sont vraiment bien foncées. Mais vous savez, la France est quand même le premier exportateur mondial. Exportateur. Voilà. Combien de variétés de pommes d'après vous, Grégory? Arrêtez vos questions déjà. Ah mais si, c'est drôle. Sur les couleurs, j'ai pas été très bon. Variétés de pommes, il y en a une dizaine. 6000. Ah ouais, j'étais pas loin. Dans le monde, J'étais pas loin, oui. 6000, effectivement. Voilà. Et en France, on en trouve beaucoup moins. Et donc, nous, on se sert de 4 pommes simplement pour faire la tarte tatin, grosso modo. Oui, parce que ce sont les plus courantes, là, ici. Alors, donc, ces pommes, une fois qu'elles sont au four, normalement, on les met sur le caramel et on ajoute notre pâte brisée ou feuilletée.
On peut faire avec les deux. On peut faire avec les deux. Moi, je préfère une pâte brisée un petit peu croustillante. Oui. La pâte feuilletée, c'est bien, mais il faut être sûr de manger la tarte le jour même. Ah, sinon ça se gorge d'eau. Ouais, la pâte feuilletée, c'est vraiment quelque chose de fragile et délicat. Donc on était sur le caramel. On la met dessus. Les pommes, caramel. Voilà. La pâte. La pâte. Ou feuilletée. Et puis brisée ou feuilletée. Donc là, c'est une pâte brisée que l'on va goûter. Et puis, on fait cuire. Alors, au départ, on met le four à 350, 360. Puis après, on baisse quand même. Parce qu'il faut quand même que les pommes, elles cuisent un certain temps. Et puis, du coup, combien de temps à 350 Alors, à 350 degrés, on va la mettre un quart d'heure, 20 minutes. Le temps que la pâte commence à croustiller. Puis après, une grosse demi-heure. Ah oui, carrément. Ah ouais, une grosse demi-heure, plus doucement à 300. Alors, en fonction des pommes, elles rendent un peu d'eau. C'est pour ça que la Royal Gala, elle rend plus d'eau. La Granny Smith, c'est vrai que je l'aime bien parce qu'elle n'en rend pas trop, mais elle en rend quand même. Donc la rouge, on oublie, la verte, on peut la garder, puis la jaune, c'est la traditionnelle. La golden, c'est la traditionnelle, mais la rainette du Canada, elle est bonne. On la trouve en France, et puis au Canada, bien entendu. Donc voilà, la tarte 3 quarts d'heure de cuisson. Oh oui, facile. Oui. La tarte des demoiselles Tatin. J'ai une question en fait, comment on peut surveiller la cuisson finalement? Parce que comme la pâte est sur le dessus, à moins de voir la pâte complètement carbonisée. Mais non, mais c'est pour ça qu'il faut baisser le four au tiers de la cuisson. Il faut quand même baisser le four. Et puis bon, on peut piquer quand même. Oui, pour voir si nos pommes, elles sont bien cuites. Parce que le but, c'est pas qu'elles soient croquantes. Ouais. Alors, c'est vrai que vous avez raison de poser la question. Il ne faut pas non plus que ce soit une compote. Oui, c'est le risque. C'est le risque. Mais bon, voilà. Après, au fur et à mesure, en fonction de la variété des pommes, de la pâte, on a une tarte plus ou moins différente. Alors, on la sert. Normalement, on la présente sans garniture, comme je disais tout à l'heure. Mais elle se sert soit avec une chantilly, comme ça, que l'on met à part dans l'assiette. Une boule de glace vanille. Alors, souvent, voilà, c'est la boule de glace vanille. Dans les restaurants, c'est la boule de glace vanille. Effectivement. Et donc, du coup, pour la servir, donc là, moi, j'étais encore dans mon four. Donc, on la sort. Et je suis encore à l'étape précédente. Mais du coup, on la sort. Est-ce qu'on la retourne tout de suite? Pas du tout. Voilà, c'est pour ça que… Sinon, ça va faire un beau bazar. Non, on la laisse reposer, tiédir un petit peu, 2 heures. Et puis après, on la retourne. Et ça se sert tiède? Le mieux, c'est de la servir tiède, oui. C'est quand même meilleur avec la glace qui va être froide, bien entendu. Ça fait un petit contraste chaud-froid. Et donc le lendemain, on peut la repasser quelques minutes au four, histoire de la réchauffer. C'est pour ça que je conseille plus ou moins la pâte brisée. Voilà, pâte brisée un petit peu croustillante. Parce que la pâte feuilletée, le lendemain, non, c'est pas bien. Et donc tarte tatin, forcément qu'avec des pommes. On ne peut pas se permettre de faire une tarte tatin alors, avec je crois justement qu'à l'hôtel Tatin, on la faisait aux poires aussi. Ah, donc on peut. Stéphanie aurait imaginé sa tarte avec d'autres fruits. Peut-être qu'un jour où elle n'avait plus de pommes, elle a oublié d'aller dans le verger, elle a peut-être fait des poires. Bon, c'est moins connu, mais on peut. On peut. Oui. Oh non, mais on peut la faire aux pêches aussi. Je suis en train de penser que… donc finalement, il y a plusieurs fruits. L'été, j'ai déjà fait aux pêches et à la lavande. C'est très bon. Pêche, lavande. Mais bon, c'est plus de la tatin. C'est une façon… C'est une tarte façon tatin, on dira. Et donc du coup, la lavande, vous la travaillez comment? La lavande, eh bien, on en met un petit peu dans le sucre. Et puis, quand la tarte est prête, on met quelques grains de lavande comestibles, ça existe, voilà, c'est mieux. Et c'est bon aussi. Et donc avec de la pêche? De la pêche, de l'abricot, oui. L'été, j'ai déjà fait ça, mais vous voyez, c'était en France et ça remonte à une petite dizaine d'années. Donc ici, c'est vrai que je la fais qu'aux pommes. Et puis les Américains, pour eux, la tatin, c'est les pommes. Oui. Ah oui, c'est les pommes avec une Et c'est très recherché comme dessert aux États-Unis. Tous les restaurants la font. Oui,
tous les restaurants font la tarte tatin. Très bien, Sylvie. Donc, pêche, lavande, poire, spécialité. Abricot, pourquoi pas? Ou abricot à tester. Oui, Il va falloir tester. Très, très bon. Au niveau de la chantilly, donc c'était une décoration personnelle, c'est Oh ça? là, j'ai fait ça comme ça parce que je me suis dit, je ne vais pas amener mon pot de chantilly à côté. Mais il y en a là-bas, il y en a encore un petit peu plus. Est-ce qu'on peut la déguster au chocolat également? Est-ce qu'on peut rajouter du chocolat ou c'est Pomme pas... chocolat, pas Non. terrible. Hein. Non. Non, moi, je Le dis chocolat, ça ne va pas avec tous les fruits. Hein. Chocolat avec la framboise. Avec la fraise, vous voyez, c'est pas bon le chocolat. Enfin, disons que ça ne matche pas trop. Et avec les pommes, non. Poire peut-être. à tester, à tester. Oui, poire, chocolat, c'est bien. Poire chocolat, oui, c'est pour ça que ça peut, une bonne association. Ça peut être pas mal à tester. Du coup, la recette, on la retrouvera comme à voilà, chaque fois on sur va votre la page, mettre dès qu'on Facebook ou mettra votre site internet, la vidéo, on ajoutera la recette. avec toutes les étapes. Peut-être un petit mot sur la pâte brisée, si vous avez quelques conseils pour réaliser une bonne pâte brisée. Oh, alors tout une ça. bonne pâte brisée, absolument, très simple. Alors, pour celle-ci, par exemple, 200 g de farine, 100 g de beurre, toujours moitié. Oui. Une cuillère d'huile d'olive. De l'huile d'olive dans la pâte brisée. Je mets une huile d'olive pour Très que ça la fasse croustiller. Une cuillère, hein, surtout Oui, oui. pas beaucoup. Ça ne donne pas trop de goût Du finalement? tout, une Ok. cuillère. Non, 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 non. C'est mon petit secret. Un demi-verre d'eau et un peu de sel et un œuf entier. On pétrit un peu tout ça. Voilà, on pétrit. Si on a un bol à pétrir, c'est bien parce que ça va être pétri de façon bien régulière. On laisse reposer 1 heure au frigo et puis. Le principe, c'est de ne pas trop pétrir non plus, cette pâte brisée. Une fois que tout est bien mixé, il n'y a plus besoin normalement. Hein. On laisse reposer. Oui, parce que sinon ça la durcit un peu. Ouais. On laisse reposer au réfrigérateur 1 heure. Voilà. Si vous voulez vous en servir le lendemain, vous pouvez. Oui, oui. Enfin, si vous voulez vous en servir de suite, oui, il faut quand même laisser reposer une pâte. La 1 pâte heure. brisée. Comme toutes les pâtes, hein, les crêpes. Ça comme marche. Sylvie, pour retrouver donc cette recette, on en parlait sur votre site Voilà. internet, la cuisine de Sylvie. Oui, et puis. .com. Sinon, on peut également vous envoyer un email. Voilà, privatechef. Privatechef Sylvie. Privatechef Sylvie, Ah oui, pardon. Privatechef, ça. Oui, j'aurais pas Vous dit commencez ça. à être connu, mais il faut quand même rajouter le prénom qui va bien avec. Exactement, Donc, privatechefsylvie@gmail.com et puis on peut m'appeler 954 579 23 11. Je réponds. C'est Tout le noté. temps. Merci beaucoup, Sylvie. On va déguster ça dans un instant et on se retrouve la semaine prochaine pour une Exactement. recette salée cette fois-ci. Ah, on fera du salé, oui. On alterne. On alterne. Très bien, Une merci semaine beaucoup, sucrée, une Sylvie. semaine salée. Merci Passez une bien. bonne journée. Vous aussi, merci Au beaucoup. revoir. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant.
Et voilà, Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre page Facebook, c'est sur floride.tv plutôt, ou sur notre site internet www.floride.tv. N'hésitez pas non plus à réagir à cette émission en nous envoyant un email sur notre adresse floride.tv@gmail.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. À demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.